Texas, 1944. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque les camions roulèrent dans la poussière aux abords d'Amarillo. Les moteurs toussèrent, crachotèrent, puis s'éteignirent, ne laissant que le chant des cigales et le souffle d'un vent léger passant à travers les mesquites. À l'intérieur de l'un des camions se trouvait un groupe de prisonnières allemandes. Non pas des soldats, mais des femmes. Leurs uniformes kaki étaient froissés. Leurs yeux creusés par des semaines de transport à travers mer et frontières. Parmi elles, Lisa Lotto Minhardt, 24 ans, ancienne opératrice radio de la Luftwaffe capturée près de Cherbourg. Elle s'était imaginé l'Amérique comme une cage d'acier et de feu. Chaque rumeur venue d'Allemagne disait la même chose, que les Allemands capturés seraient battus, humiliés ou forcés de creuser leur propre tombe sous le soleil du désert. Les portes du camion grincèrent en s'ouvrant. Elle se prépara à entendre des cris, le choc d'une crosse de fusil. Mais au lieu de cela, une voix calme, lente et étrange retentit. « Madame, faites attention en descendant. » Un homme portant un chapeau beige l'attendait, les manches retroussées, la poussière sur ses bottes. Ce n'était pas un garde en uniforme. Il ressemblait aux hommes qu'elle avait vus dans les films de western avant la guerre. Un cow-boy. Derrière lui, le ciel du Texas s'étendait si largement qu'il semblait irréel, bleu jusqu'au bord de la terre. Liselotte cligna des yeux, confuse. L'air sentait les chevaux et le foin, non la poudre. Autour d'elle, d'autres femmes descendaient prudemment, serrant leurs petits sacs. Il n'y avait ni chaîne, ni cris, seulement quelques soldats appuyés sur leurs fusils, observant sans hostilité. Le cow-boy lui tendit une tasse en fer blanc, remplie d'eau. Elle était froide, plus pure que tout ce qu'elle avait goûté depuis la France. Elle la but d'un trait. Il hocha la tête. Il y en a encore beaucoup. Elle ne sut quoi répondre. Chez elle, on leur avait dit que les Américains étaient des sauvages, une nation de criminels et d'esclaves d'usine vivant pour l'argent et les machines. Et pourtant, debout dans la douce chaleur d'un matin texan, elle voyait quelque chose qui ne correspondait pas à ces histoires. Des bovins se déplaçaient lentement derrière les clôtures. Des moulins à vent tournaient au loin. Un chien aboyait, poursuivant son ombre dans la poussière. Le cow-boy désigna les écuries. « Vous allez nous aider ici, à nourrir, nettoyer et monter si vous en êtes capable. » Monter? Elle faillit rire. Elle s'attendait à des chaînes, pas à des selles. Quand les grilles de camp se refermèrent derrière elle, Lisa Lotta se retourna pour contempler les plaines ouvertes. Pour la première fois depuis sa capture, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus senti depuis des mois, de la curiosité. Elle murmura pour elle-même, à moitié incrédule, à moitié émerveillée, « C'est donc ça, l'Amérique. » La scène s'efface et la voix du narrateur reprend. On lui avait appris à craindre un monstre. À la place, elle découvrit une nation si sûre d'elle qu'elle n'avait pas besoin de haïr ses ennemis. Une terre où l'on donnait des chevaux aux prisonniers, non des chaînes. Avant de voir le Texas, Lisa Lotta était convaincue qu'elle mourrait en Amérique. Tous les Allemands qu'elle connaissait le croyaient. La machine de propagande du Reich y avait veillé. Des affiches tapissaient les murs des usines, avertissant que les soldats capturés seraient torturés, affamés ou utilisés pour des expériences. Les émissions de radio décrivaient l'Amérique comme un pays corrompu, un lieu où la démocratie dégénérée avait effacé l'honneur et l'avait remplacé par la cupidité. Pour des femmes comme Lisaël, la peur était encore plus vive. Des rumeurs circulaient dans le corps auxiliaire de la Luftwaffe, affirmant que les prisonnières étaient envoyées dans des camps de travail ou livrées aux soldats ennemis. Ces récits, murmurés par les officiers et imprimés dans des brochures, renforçaient l'image des États-Unis comme un empire cruel, dissimulé derrière la technologie.
Cette peur l'accompagna tout au long de son voyage vers l'ouest, à travers les cales des navires Liberty, puis les voies ferrées interminables qui coupèrent les plaines. Et pourtant, quand les portes s'ouvrirent au Texas, le cauchemar n'arriva pas. Les gardes offrirent de la nourriture. Ils disaient « s'il vous plaît » et « merci ». C'était si étrange qu'elle crut à une ruse. Mais ce n'en était pas une. Les États-Unis possédèrent quelque chose que le Reich n'avait jamais compris, une confiance morale. En 1944, l'Amérique était devenue le plus grand gardien de prisonniers du monde, détenant plus de 400 000 soldats et civils de l'Axe sur son propre sol. Mais au lieu de les punir, l'armée américaine suivait les conventions de Genève avec une précision obsessionnelle. Les prisonniers recevaient un petit salaire pour leur travail, pouvaient écrire des lettres, assister à des offices religieux et même apprendre l'anglais dans les écoles du camp. Et au Texas, où la terre s'étendait à perte de vue, ils étaient employés dans les ranchs et les fermes plutôt que derrière des barbelés. La logique n'était pas sentimentale, elle était pratique. L'Amérique avait perdu des millions de jeunes hommes partis au front. Il fallait encore produire de la nourriture, s'occuper du bétail, récolter le coton. Les prisonniers allemands comblaient ce vide. Mais pour Lisa Lotta et ses compagnes captives, cette logique semblait autre chose, de la compassion. Le premier soir, elle s'assit sur sa couchette, fixant une assiette de nourriture qu'elle ne pensait pas mériter. Ragoût de bœuf, pain, beurre et même une part de tarte aux pommes. Elle ne pouvait pas manger. Elle croyait à une épreuve. Une autre femme murmura que la nourriture était empoisonnée. Mais le lendemain matin, la faim l'emporta sur la peur. Elles mangèrent et comprirent alors quelque chose de profond. L'ennemi qu'on leur avait appris à haïr les nourrissait mieux que leur propre armée ne l'avait jamais fait. Dans l'une de ses premières lettres à sa famille, censurée avant d'être envoyée, Lisa Lotta écrivit « On nous avait dit que nous serions esclaves, mais ici même, les gardes nous disent le bonjour. Le ciel est immense, et la nourriture a le goût de la clémence. » Pour les femmes allemandes élevées sous la dictature, le plus grand choc ne fut pas le confort matériel, mais la dignité. L'Amérique n'avait pas besoin d'humilier ses captives pour prouver sa puissance. Cette confiance tranquille et inébranlable allait bientôt commencer à démanteler tout ce qu'elle croyait savoir sur la guerre. Au printemps 1944, l'Amérique était devenue le plus grand geôlier de l'histoire moderne. Partout dans le pays, plus de 400 000 prisonniers de l'Axe, Allemands, Italiens et Japonais, étaient enregistrés, nourris et affectés au travail. Le seul Texas comptait plus de 70 grands camps disséminés comme des îles à travers les plaines, d'El Paso à Huntsville. La plupart furent construits en quelques mois, identiques par leurs plans et leurs fonctions. Rangées de baraquements en bois, réfectoires, ateliers, terrains d'appel. Mais ce qui rendait ces camps remarquables n'était pas l'architecture, c'était la philosophie qui les guidait. À l'opposé de la brutalité barbelée des installations de l'Axe en Europe ou en Asie, les camps américains étaient conçus non pour briser le moral, mais pour le canaliser par l'ordre et la décence. La logique en était froidement efficace. Un prisonnier bien nourri et occupé causait moins de problèmes, exigeait moins de garde et, surtout, devenait un ambassadeur silencieux de la supériorité américaine lorsque la guerre prendrait fin. Chaque camp fonctionnait comme une petite ville autonome. Bibliothèque garnie de livres offerts en anglais et en allemand, infirmerie avec eau courante et draps propres, atelier où les prisonniers réparaient vêtements et équipements. On y organisait même des orchestres et des troupes de théâtre pour occuper les détenus. Aux yeux du monde extérieur, cela paraissait d'une générosité excessive. Pour les planificateurs militaires américains, c'était une guerre psychologique, d'une subtilité extrême. Lorsque le département de la guerre commença, en 1944, à recevoir des Allemandes capturées
Pour la plupart infirmières, employés et personnels auxiliaires de la Luftwaffe, une question logistique inattendue se posa. Où les installer? La solution fut le Texas. Avec ses vastes espaces ouverts et ses besoins agricoles, il devint le lieu naturel de programmes expérimentaux de travail des prisonniers qui pouvaient inclure des femmes en toute sécurité. Beaucoup arrivèrent par le camp Hearn ou le camp Swift, immense installation entourée de champs de blé et de mesquites. Les règles y étaient simples: obéir, travailler, et l'on serait traité équitablement. Toute entorse à la discipline entraînait l'isolement, mais, pour l'essentiel, les camps reposaient sur la confiance réciproque. Les affectations au travail devinrent bientôt aussi variées que le paysage texan. Certains prisonniers récoltèrent le coton sous un soleil implacable. D'autres triaient les denrées dans des entrepôts ou traitèrent les vaches laitières. Les femmes, toutefois, étaient souvent envoyées dans des ranchs où elles cuisinaient, raccommodaient ou s'occupaient du bétail. Pour elles, c'était un monde inconcevable. Des soldats américains, confiant à des Allemandes capturer des chevaux, des outils et une liberté de mouvement. Pour les éleveurs texans, cela avait du sens. Il n'y avait tout simplement plus assez de bras pour faire tourner l'économie de guerre à l'arrière. Pour les femmes allemandes, ce fut une révélation. La propagande qui peignait les Américains en dégénérés moraux se heurtait désormais à une réalité faite de discipline, de routine et d'une bonté inattendue. Même les repas stupéfiaient. Chaque prisonnier recevait 3200 calories par jour, plus que bien des civils américains. Pain, bœuf, pommes de terre, légumes et même du café ou des fruits quand il y en avait. Pour des prisonnières habituées aux tickets de rationnement et aux soupes claires, cela ressemblait à une abondance déraisonnable. Tout, dans le système américain, reposait sur la logistique. Des trains qui livraient la nourriture aux camions qui emportèrent le linge. La même puissance industrielle qui construisait chars et bombardiers nourrissait aussi ses prisonniers. Et pour Liselott Minhart, la leçon s'imposait. La puissance ne tenait pas qu'aux armées, elle tenait à l'organisation. Elle écrivit dans son journal « Chaque caisse, chaque repas, chaque uniforme s'inscrit dans un plan. Rien n'est gaspillé. Ils bâtissent tout comme une machine qui ne dort jamais. » Avec le temps, elle verrait cette machine de près dans les ranchs, là où elle se mêlait à quelque chose d'encore plus déroutant pour elle. La générosité simple et sans effort des Américains ordinaires. Le matin où les camions arrivèrent, l'air sentait le foin et la poussière. Le soleil du Texas était encore bas, traçant de longues bandes dorées à l'horizon, tandis que les gardes appelèrent les noms des femmes sur une planchette. Liselotta Minhart se tenait silencieuse parmi 2 douzaines d'autres, la posture droite, l'uniforme passé mais soigné. Aucune ne savait ce qui les attendait au-delà des grilles. On leur avait seulement dit qu'elles avaient été sélectionnées pour une corvée de travail dans un ranch bovin voisin. Elles avaient imaginé le pire. Des chaînes, des champs de labeur, des heures sans fin sous un fouet ou les aboiements d'un sergent. Des mois durant, des rumeurs avaient couru dans les baraquements, des prisonniers envoyés dans le désert et jamais revenus. Mais lorsque les camions cahotèrent jusqu'aux grilles du camp, le spectacle les laissa sans voix. Au lieu de gardes armés et de chiens aboyants, il y avait des hommes aux larges chapeaux et chemises de denim, appuyés nonchalamment contre des pick-up, des cow-boys, des vrais. Leur chef, un grand éleveur nommé Frank Callahan, les salua d'un sourire et d'un geste paresseux. « Bonjour, mesdames. Prêtes à travailler? » Son accent était si chantant et enjoué que l'interprète dut répéter 2 fois avant que quiconque comprenne. À leur arrivée au ranch des Callahan, le choc ne fit que grandir. Au lieu de clôtures surmontées de fils barbelés, s'étendaient des champs ouverts jusqu'à l'horizon, parsemés de troupeaux de bétail et de chevaux broutant sous le vaste ciel. La première chose à faire, annonça Frank, n'était pas une punition, mais le petit déjeuner. Le bacon grésillait dans des poêles en fonte. Des biscuits sortèrent du four.
des œufs et un café si fort qu'ils réveillaient l'âme. Les femmes restèrent assises en silence, stupéfaites, tandis qu'on les servait à une longue table en bois. Aucun garde derrière elles. Personne ne criait d'ordre. Après le repas vint une autre surprise. Frank les conduisit vers un corral où plusieurs chevaux les attendaient, scellés et impatients. « Vous allez apprendre à monter », dit-il en souriant. « On ne peut pas rassembler du bétail à pied, et vous allez nous aider à les ramener la semaine prochaine. » Un rire nerveux parcourut le groupe. Lisa Lotta murmura « Il plaisante ». Mais Frank ne plaisantait pas. En quelques minutes, les cow-boys associèrent chaque femme à un cheval, leur offrant des instructions douces, en allemand approximatif et en gestes. Au début, ce fut le chaos. Les jupes s'en mêlaient, les selles glissaient, et des cris retentissaient dans le corral, tandis qu'une jument effrayée entraînait sa cavalière en rond. Les cow-boys riaient, non pas cruellement, mais avec bienveillance, aidant chaque femme à remonter en selle. « Ne la combats pas », dit l'un d'eux d'un ton traînant. « Ressens juste son rythme. Elle te portera si tu lui fais confiance. » À midi, les femmes étaient couvertes de poussière et de sueur. Mais elles riaient. La peur qui les avait saisies pendant des mois commençait à fondre sous le soleil du Texas. Pour la première fois depuis leur capture, elles étaient dehors, sans barbelés ni garde dans leur dos. Lorsque Lisa apprit enfin à guider son cheval au trot, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis le début de la guerre. La liberté. Pas la liberté politique, mais une liberté personnelle, celle du mouvement, du vent et de la possibilité. Ce soir-là, de retour dans le dortoir construit pour les ouvrières, elle écrivit dans son journal « Ils nous font confiance. C'est de la folie, mais peut-être une folie déguisée en bonté. Ils nous traitent non comme des ennemis, mais comme des êtres humains. Je ne comprends pas cette Amérique. » Sa confusion était partagée par toutes les autres. Elles avaient grandi dans une société où la force se mesurait à la domination et à l'obéissance. Ici, la force se manifestait par la confiance calme, la patience et la bonne humeur. Même l'autorité des cow-boys semblait différente. Ils commandèrent par l'exemple, non par les cris. Quand un cheval refusait d'avancer, ils ne le frappaient pas. Ils attendaient, parlaient doucement, essayaient encore. C'était un leadership fondé sur le respect, non sur la peur. Liselotte observait cela avec un étonnement silencieux. Si telle était la nation contre laquelle elles avaient combattu, alors tout ce qu'on lui avait enseigné sur l'Amérique était un mensonge. La transformation se fit doucement, presque imperceptiblement au début. En quelques jours, les femmes allemandes se retrouvèrent traitées moins comme des prisonnières que comme des ouvrières de ranch. Leur seul gardien était le vaste ciel texan, le vent qui faisait frissonner les mesquites, et les regards attentifs des cow-boys qui les traitaient avec une sorte de courtoisie rude, mais sincère. Au lieu de clôtures de fer, il y avait des frontières de confiance. Frank Callahan l'expliqua simplement. « Si vous fuyez, vous mourrez de soif là-bas. Si vous restez, vous mangerez bien et dormirez tranquille. Nous ne sommes pas vos geôliers. Nous sommes vos voisins jusqu'à la fin de cette guerre. » Lisa Lotta ne le crut pas d'abord. Aucune d'elles ne le crut. Mais à la fin de la première semaine, la vérité devint évidente. Les camions du camp ne venaient qu'une fois par semaine pour livrer les provisions, et personne ne comptait les têtes. Les femmes auraient pu disparaître dans les plaines à tout moment, mais elles ne le firent pas. Pourquoi l'auraient-elles fait? Ici, sous le ciel infini, elles travaillaient, riaient et apprenaient même. Elles réparaient les clôtures, treyaient les vaches et apprirent à lancer les ballots de foin avec la même précision qu'elles avaient autrefois appliquée à leur travail d'usine. Plus d'une fois, les cow-boys s'arrêtèrent pour les regarder avec une admiration silencieuse. « Plus coriace que la moitié des garçons qu'on a embauchés », lança l'un.
Et elles ne se plaignent jamais. Liselott remarqua autre chose aussi, la manière dont les Américains semblaient ne valoriser le travail. En Allemagne, le travail était un devoir. Ici, c'était une fierté. Les cow-boys plaisantaient, chantaient et rivalisaient gentiment. Qui attraperait un veau le plus vite? Qui réparerait la plus longue portion de clôture avant le coucher du soleil? Les soirées apportaient un autre choc culturel. Au lieu d'être enfermées, les femmes étaient invitées à s'asseoir près du feu, où harmonica et guitare transformaient le crépuscule texan en quelque chose d'à peine croyable, presque sacré. D'abord, elles restèrent à l'écart, fatiguées et méfiantes. Mais peu à peu, la musique fit tomber le mur invisible entre vainqueurs et vaincus. Une nuit, un cow-boy se mit à fredonner Lili Marleen, la chanson que chaque soldat allemand connaissait par cœur. Liselott se surprit à chanter elle aussi, avant même de s'en rendre compte. Le feu crépitait, les voix se mêlaient, anglais et allemand, harmonie et mélodie, jusqu'à ce que, pendant quelques minutes fugitives, il n'y ait plus d'ennemis, seulement des êtres humains unis par la même chanson, sous les mêmes étoiles. Après cela, Frank s'adossa à sa selle et dit doucement « La guerre finit plus vite quand les gens comprennent qu'ils n'étaient jamais si différents. » Le lendemain matin, le travail reprit, mais tout semblait plus léger. Les barrières de peur et de méfiance s'étaient presque dissipées. L'une des femmes, Anna, demanda si elle pouvait apprendre à manier le lasso. Les cow-boys acceptèrent, lui enseignant avec patience et humour. Bientôt, voir une prisonnière allemande faire tournoyer une corde au-dessus de sa tête provoqua les rires des deux côtés. Mais ce qui scella véritablement le changement survint un après-midi, lorsqu'une tempête arriva soudainement de l'ouest. Le ciel s'assombrit, le vent hurla, et la foudre fendit l'horizon. Les troupeaux, pris de panique, se dispersèrent dans les champs. Sans hésitation, les femmes se précipitèrent pour aider. Elles montèrent à cheval, criant, agitant les bras, et chevauchèrent aux côtés des cow-boys à travers des rideaux de pluie et de boue, aidant à ramener le bétail affolé vers les enclos. Des heures plus tard, trempées et grelottantes, elles revinrent ensemble, victorieuses. Pas un seul animal n'avait été perdu. Frank passa parmi elles, le visage trempé de pluie et de fierté. « On dirait bien que vous n'êtes pas seulement des filles de la ville, après tout, » dit-il avec un sourire en coin. Cette nuit-là, les ouvriers du ranch accrochèrent silencieusement au-dessus de la porte du dortoir une pancarte peinte à la main. « The German Cowgirls ». Liselott la contempla, incrédule, puis éclata de rire jusqu'aux larmes. Quelque part au fond d'elle, un changement s'était produit. La guerre, la propagande, la peur, tout cela semblait désormais lointain. Ce qui comptait à présent, c'était la survie, le travail, et cette étrange dignité qu'apporte la confiance. Dans un monde en guerre, cette confiance valait plus que l'or. Au début de l'automne, l'air des plaines texanes commença à se rafraîchir. Et de la même manière, les murs autour du cœur des femmes allemandes commencèrent à se fissurer. La guerre faisait encore rage en Europe, mais ici, le temps semblait s'écouler autrement. Les journées se remplissaient d'un travail honnête, les nuits de rires doux et du bourdonnement des grillons. Pour la première fois depuis leur capture, le courrier fut autorisé. Chaque femme reçut une feuille de papier à en-tête officielle du camp et fut informée qu'elle pouvait écrire une lettre à sa famille. Les pages seraient bien sûr censurées, mais c'était malgré tout une rare occasion de parler au monde qu'elles avaient laissé derrière elles. Ce soir-là, le dortoir était silencieux, hormis le grattement des crayons sur le papier. La main de Liselott tremblait lorsqu'elle commença. « Très chère maman, je suis vivante et je dois te raconter quelque chose que tu ne croiras pas. Je travaille dans une ferme au Texas. Ils appellent cela un ranch. Les gens ici sont bons. Oui,
vraiment bon. Ils nous donnent à manger, tellement que je n'arrive pas à tout finir. Ils nous laissent même monter à cheval. Les hommes portent des chapeaux aussi larges que des assiettes et boivent quelque chose qu'ils appellent Coca-Cola. Ils jouaient de la musique après le travail et nous apprenaient leurs chansons. Elle s'arrêta, fixant ces mots. Sa mère la croirait-elle devenue folle? En Allemagne, la propagande décrivait les camps de prisonniers américains comme des lieux brutaux et inhumains, où les captifs étaient affamés et battus. Mais ici, dans ce paradis brûlé par le soleil, elle buvait du café chaque matin et apprenait à préparer du chili. Elle continua. « Maman, ils nous font confiance. Nous pourrions fuir, mais nous ne le faisons pas. Parce que nous sommes libres, libres dans tout ce qui compte vraiment. Je n'aurais jamais cru que la liberté pouvait ressembler à cela. » Les lettres furent ramassées le lendemain matin. Des semaines plus tard, les réponses arrivèrent, soigneusement censurées et tremblantes d'incrédulité. « Lisa, es-tu sûre? Tu dois te tromper. Peut-être rêves-tu. Jamais on ne traiterait des prisonniers aussi bien. » Sa mère n'était pas la seule à douter. D'autres femmes reçurent des réponses semblables. Leurs familles refusèrent de croire à ces récits de hamburgers, de vastes plaines et de cow-boys amicaux. Pour ceux qui subissaient encore les bombardements et les tickets de rationnement, une telle vie semblait de la pure fantaisie. Même les officiers américains qui relisaient les lettres semblaient amusés. « Vous écrivez des contes de fées », plaisanta l'un d'eux. « Personne ne vous croira là-bas. » Mais la réalité était indéniable. Chaque jour, les prisonnières allemandes plongeaient un peu plus profondément dans une version de l'Amérique qui contredisait tout ce qu'on leur avait enseigné. Elles la voyaient dans l'abondance, des œufs par douzaines, de la viande au kilo, du sucre en sacs entiers. Elles la voyaient dans les machines, des tracteurs rugissant à travers les champs, alimentés par une essence qui paraissait inépuisable. Elle la voyait dans les attitudes. Pas de hiérarchie rigide, pas de révérence, pas de peur. Lorsque Liselotte demanda à un cow-boy pourquoi il les traitait avec tant de gentillesse, il haussa les épaules. « Ma petite dame, la guerre est finie pour vous quand vous arrivez ici. Ça ne sert à rien de se battre contre des fantômes. » Ce n'était pas vraiment du pardon, mais plutôt quelque chose de plus pragmatique. Une sorte de miséricorde à l'américaine qui jugeait la valeur d'un être non par son drapeau, mais par son travail. Un après-midi, un nouveau groupe de prisonniers arriva, des hommes venus d'un autre camp. Ils regardèrent, incrédules, les femmes mener les chevaux hors de l'écurie, riant et bavardant librement avec les cow-boys. « Ce n'est pas possible, » murmura l'un d'eux en allemand. Mais c'était la vérité. Pour ces nouveaux venus, la vision de leurs camarades féminines galopant librement dans les pâturages détruisit des années de conditionnement. Ce fut la première preuve que la captivité sous les Américains pouvait être autre chose qu'une humiliation. Et à mesure que ces hommes rejoignirent les équipes de travail, eux aussi commencèrent à s'adoucir. Les cow-boys leur apprirent à réparer les clôtures, à lancer le lasso et même à danser. En novembre, le ranch des Callahan était devenu quelque chose d'impossible. Un petit coin de réconciliation dans un monde encore en flammes. Pour Liselotte, c'était le début d'une révélation tranquille. La preuve que l'humanité pouvait survivre même en captivité, que la bonté pouvait pousser sur les ruines de la guerre. Elle ne savait pas encore que ces leçons la suivraient jusqu'à son retour, bouleversant à jamais tout ce qu'elle croyait savoir du monde. Avril 1945. Le vent qui balayait les plaines portait l'odeur de l'herbe de printemps et de la pluie. Les veaux étaient nés, les champs reverdis. Et les rumeurs tourbillonnaient plus vite que les tourbillons de poussière courant sur les pâturages. L'Allemagne s'effondrait, Berlin encerclé, Hitler mort, disaient certains, tandis que d'autres murmuraient que ce n'était que propagande. Au ranch Callahan, les femmes allemandes continuaient à travailler comme d'habitude.
Elle réparait les selles, lavait le linge, conduisait le bétail. Mais dans l'air, une tension nouvelle était palpable. La radio de la cuisine de Frank, d'ordinaire réservée à la musique country et au baseball, ne diffusait plus désormais que des nouvelles d'Europe. Cet après-midi-là, lorsque Frank sortit de la grange, son visage était grave. Il tenait son chapeau dans une main, un journal plié dans l'autre. « Mesdames, dit-il doucement, c'est fini. » Pendant un moment, personne ne parla. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un coup de tonnerre qui n'aurait pas encore éclaté. « Fini. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Liselotte à voix basse. « La guerre ?» Frank hocha la tête. « L'Allemagne s'est rendue. » Certaines femmes se figèrent, d'autres laissèrent tomber les outils qu'elles tenaient. Anna porta la main à sa bouche et se mit à pleurer doucement. Lisa Lotta resta immobile, les yeux fixés sur le sol, l'esprit vide. Pendant des années, tout, chaque souffle, chaque peur, chaque perte, avait été lié à la guerre. Et soudain, tout cela n'existait plus. Personne n'applaudit. Il n'y eut aucune célébration, seulement un silence hébété et le beuglement lointain du bétail. Ce soir-là, les femmes se rassemblèrent autour du feu, leurs visages illuminés par la lueur tremblante des flammes, incertaines de savoir si elles devaient ressentir du soulagement ou du chagrin. Frank versa du café à chacune et dit calmement « C'est terminé maintenant. Vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. » Le mot « maison » frappa plus fort que l'annonce de la reddition. Maison. Qu'est-ce que cela signifiait encore? Leur ville était peut-être détruite, leur famille dispersée ou morte. L'Allemagne n'était plus qu'un amas de ruines. Lisa but une gorgée de café et regarda les étincelles s'élever dans la nuit. « Que retrouverons-nous là-bas » murmura-t-elle. Frank ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Tous savaient qu'il n'y avait pas de réponse simple à cette question. Dans les jours qui suivirent, l'armée américaine envoya des officiers pour préparer la rapatriation des prisonnières. Des camions arrivèrent pour les ramener vers les camps officiels, où elles attendraient les navires à destination de l'Europe. Les cow-boys restaient silencieux, tandis que les femmes rangeaient leurs rares effets personnels. Vêtements, lettres, petits souvenirs. Frank s'approcha de Lisa Lotta, alors qu'elle pliait ses gants de travail dans un petit sac en toile. « J'imagine que vous allez bientôt rentrer chez vous, » dit-il doucement. Elle acquiesça, la gorge serrée. « Merci, monsieur Callahan, pour tout. » Il sourit, les yeux plissés sous le bord de son chapeau. « Vous n'avez rien à me remercier. Vous avez travaillé dur, gagné votre pain. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » Puis, avec un sourire malicieux, il tendit un paquet enveloppé de papier brun. « J'ai quelque chose pour vous. » À l'intérieur se trouvait un chapeau Stetson tout neuf, couleur crème, doux comme du suède. « Pour que vous n'oubliez pas le Texas, » dit-il. Lisa Lotta éclata de rire à travers ses larmes. Elle le mit maladroitement, la visière ombrant ses yeux. Les ouvriers du ranch sifflèrent et applaudirent, et quelqu'un lança « Yeehaw !» La cowgirl allemande reprend la route. Lorsque les camions partirent enfin, les femmes regardèrent à travers les fentes de bois le ranch qui s'éloignait. Les granges, le moulin à vent, les hommes agitant leurs chapeaux pour leur dire adieu. Pour Lisa, cette image ne s'effacerait jamais. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une révélation. Elle était venue au Texas en prisonnière. Elle en repartait transformée. Elle avait entrevu une autre manière de vivre, où la dignité ne venait ni du rang ni de la peur, mais du simple respect. Tandis que le camion roulait sur la route poussiéreuse, elle murmura pour elle-même. « Peut-être avons-nous perdu la guerre, mais peut-être pouvons-nous encore gagner la paix. » En regardant l'horizon immense de l'Amérique s'effacer derrière elle, Lisa Lotta comprit que la plus grande liberté qu'elle avait trouvée n'était pas physique,
mais morale. Elle avait vu le pouvoir de la bonté, et cela l'avait changée à jamais. Le voyage du retour dura des mois. La guerre était terminée, mais la traversée de l'océan était lente, et la bureaucratie encore plus. Lorsque le navire transportant Lisa Lotta et ses compagnes arriva enfin à Bremerhaven, en Allemagne, c'était de nouveau l'hiver, froid, gris, brisé. Les docks étaient en ruine, la ville aplatie. Ce qui avait été des rues n'était plus que des rivières de gravats. En descendant à terre, les femmes virent leur souffle blanchir dans l'air glacial. C'était un retour, mais vers une patrie qui n'existait presque plus. Les officiers américains leur remirent de petits colis avant le débarquement, des tablettes de chocolat, des conserves et des lettres indiquant où se rendre ensuite. Voir le logo de la Croix-Rouge américaine sur chaque boîte était à la fois surréaliste et bouleversant. Pendant des années, on leur avait appris que les Américains étaient des monstres, matérialistes, cruels, sans honneur. Mais maintenant, tenant une barre de chocolat Hershey et coiffée d'un chapeau de cow-boy texan, Lisa Lotta sentit tout le poids de ce mensonge s'effondrer. Quand elle arriva dans sa ville natale, ce qu'elle découvrit confirma ce qu'elle savait déjà au fond d'elle. La guerre avait tout dévoré. Sa maison était détruite, ses parents morts, son village brûlé. Mais parmi les cendres, elle portait quelque chose que rien ne pouvait effacer. Une idée née sous le soleil du Texas. Elle commença à travailler comme traductrice pour les forces d'occupation alliées. Son anglais, appris auprès des cow-boys et des ouvriers de ranch, était rugueux et plein d'argot, mais il attira l'attention. Les officiers américains souriaient souvent quand elle les appelait « partner » ou qu'elle disait « ain't ». Elle leur racontait des histoires de ranch texans, de ciels immenses et de la bonté des hommes qui avaient traité des prisonniers non comme des ennemis, mais comme des êtres humains. Ces récits étonnèrent les soldats américains qui s'attendaient à entendre parler de souffrance et de cruauté. Pas d'expédition de bétail, de Coca-Cola et de chapeaux de cow-boy. En 1948, Lisa Lotta fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence de femmes d'après-guerre à Stuttgart. Le thème « Reconstruire par la compréhension ». Elle se tint devant un auditoire composé d'Allemandes et d'Alliés, d'anciennes ennemies désormais assises côte à côte, et leur parla de son séjour au Texas. « J'étais prisonnière de guerre », commença-t-elle d'une voix douce, « mais je ne me suis jamais sentie comme telle. » Elle évoqua les cow-boys qui partageaient à leur nourriture, la dignité tranquille de Frank Callahan, et le jour où, pour la première fois, elle avait porté un chapeau Stetson et s'était sentie, peut-être, leur égale. « J'ai appris que la liberté, dit-elle, n'est pas donnée par les nations. Elle est offerte par les gens, un acte de bonté à la fois. » Ces mots émurent la salle aux larmes. Lorsqu'elle eut terminé, une femme américaine s'avança et la prit dans ses bras. C'était la première fois que beaucoup, dans cette salle, voyaient une telle chose. Une Allemande et une Américaine, autrefois ennemies, désormais sœurs. Quelques années plus tard, Liselott immigra aux États-Unis. Elle s'installa à San Antonio, au Texas, non loin de l'endroit où elle avait autrefois travaillé comme prisonnière. Elle y ouvrit une petite boulangerie qui devint célèbre pour sa fusion de pâtisserie allemande et de saveurs du Sud. Strudel aux pommes et crumble de Pacan, bretzel saupoudré de sel fumé. Au-dessus du comptoir pendait une photographie encadrée. Une jeune femme, en 1945, portant un chapeau de cow-boy trop grand pour sa tête, debout à côté d'un grand rancher, au sourire timide. En dessous, une simple inscription « D'ennemi à ami ». Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, elle répondait « C'est l'homme qui m'a appris ce qu'est vraiment l'Amérique ». Lorsque Lisa Lotta mourut en 1987, elle était devenue un symbole de réconciliation dans sa communauté. D'anciens prisonniers, hommes et femmes, venèrent souvent lui rendre visite à la boulangerie,
échangeant des souvenirs de guerre et de cette étrange bienveillance qu'ils avaient découverte dans les endroits les plus improbables. Les historiens affirment aujourd'hui que ces expériences de prisonniers de guerre jouèrent un rôle discret mais essentiel dans l'établissement des relations d'après-guerre entre l'Allemagne et les États-Unis. Des milliers d'anciens captifs rentrèrent chez eux, porteurs d'histoires d'équité, de décence et de compassion. Ils devinrent les premiers ponts humains dans un monde avide de retrouver la confiance. En fin de compte, ce ne furent pas les traités ni les gouvernements qui commencèrent la guérison. Ce fut la simple décence des gens ordinaires. Et, sur un ranch texan en 1945, un cow-boy au cœur doux fit davantage pour panser les blessures de la guerre que n'importe quel diplomate n'aurait jamais pu le faire. Car parfois, la plus grande victoire ne se remporte pas sur le champ de bataille. Elle s'obtient dans la grâce silencieuse du pardon.